En début, Madame Villot, directrice de l'ENEDIS, et Monsieur Dafris, Fabrice, que tout le monde connaît ici. Mais bonjour mesdames et messieurs, ravi d'être avec vous à nouveau ce soir. En venant en voiture, je disais à Fabrice que j'étais venue le 13 décembre 2021, quelques jours après ma nomination en Dordogne, puisque ça fait donc maintenant 3 ans que je suis parmi vous, ravie d'être parmi vous en tant que directrice donc territoriale d'Enedis. Et puis Fabrice, qu'on ne présente plus, de ce que j'ai pu comprendre, puisque tout le monde a ses coordonnées et globalement il est très sollicité. Alors on va essayer. Il est appelé jour et nuit, oh quand même j'espère pas. Bon, préservez-le quand même, j'en ai besoin et on en a besoin tous. Donc on est venu, alors quand nous étions venus au mois de décembre, c'était pour vous parler des investissements réalisés par Enedis et puis pour vous parler également de quelques sujets techniques. Si vous vous souvenez, on avait évoqué quelques programmes de travaux sur certaines de vos communes, sur le secteur donc, du terrassonné. Aujourd'hui, c'est pour vous parler aussi de choses très concrètes, c'est d'outils que nous mettons à disposition, si vous le souhaitez, quand on parle effectivement de sobriété énergétique, quand on parle de transition énergétique, parfois on peut se dire concrètement qu'est-ce qu'il y a derrière concrètement, de quoi parlons-nous et surtout de quelle manière pouvons-nous agir. Et donc sachez que Enedis met à votre disposition, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore, quelques outils qui doivent normalement vous faciliter le quotidien parmi les moultes tâches que vous avez à exercer. Alors la présentation, elle va être à 2 voix avec Fabrice et elle va porter, entre guillemets, alors je pense que vous ne voyez pas trop ce qui est à l'écran, donc on va le faire oralement, sur 3 thématiques principales. Donc des outils mis à votre disposition pour évoquer la transition énergétique, donc des choses très concrètes, un nouvel espace collectivité locale par exemple, et Fabrice va vous expliquer. Quelques sujets pour justement aussi aider, si la réflexion est toujours en cours dans vos communes. Il y a une loi de 2023 qui demande aux collectivités locales d'identifier des zones d'accélération d'énergie renouvelable, donc une cartographie des réseaux, et on va voir effectivement que nous avons également quelques outils qui peuvent vous aider à la réflexion, et puis une thématique sur le bilan énergétique du territoire. Donc je rentre vite dans le sujet de la transition énergétique, avec donc une démarche que nous proposons, hein, et là on est au-delà de notre mission d'exploitation et de gestionnaire du réseau. Donc une mission justement qui doit être censée vous accompagner, porter certains outils à votre connaissance pour derrière faciliter les actions que vous avez ou que vous souhaitez peut-être mener sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur la sobriété énergétique aussi, comment effectivement je consomme moins. Et donc ça commence souvent par regarder ce que je consomme ou ce que les bâtiments de ma commune consomment. Et c'est ensuite, concrètement, comment est-ce que je peux, sur ma commune, œuvrer pour développer des énergies renouvelables. Donc on en a quelques-unes en Dordogne, essentiellement autour du photovoltaïque. Et donc sur ces différents sujets, alors j'ai oublié la mobilité électrique, sur ces différents sujets, nous pouvons, entre guillemets, vous mettre à disposition des outils qui vous aident tout simplement à la connaissance du sujet. Alors d'autant plus, je disais tout à l'heure que c'était essentiellement des informations pour les communes rassemblées ici, mais au niveau, on a un service habitat qui est spécifique. On est les seuls à être aujourd'hui le guichet unique de l'habitat, le pacte territorial France Rénov', puisqu'il y a dans le Périgord noir, les autres communautés de communes, les 5 autres, se sont associées, et le reste, c'est le département qui le gère. Donc nous, on a un service propre et la rénovation, certes, des bâtiments est important, mais tout ce qui est énergie est aussi un élément fort. Ici, donc, il y a le chef de service qui est présent, Romain Saducci, qui s'occupe de ce service. Et concernant les énergies renouvelables, on a laissé les communes faire leur zone d'accélération ENR, mais au niveau urbanisme, on accompagne aussi. Et puisqu'on est en train d'élaborer les PLUI, on y est quand même aussi intéressé. Voilà. Mais on est en effet dans ces sujets très concrets. Et donc dans les sujets très concrets que nous mettons à votre disposition et que nous souhaitions ce soir avec Fabrice vous porter, il y a un premier outil que vous connaissez peut-être déjà, peut-être certains d'entre vous l'ont, c'est l'outil qu'on appelle le portail. C'est un outil informatique, un portail, destiné aux collectivités locales qui vous, alors sur le visuel vous ne voyez pas forcément, mais qui vous donne des accès, des informations à disposition. Donc Fabrice vous a donné la plaquette, justement,
et il va vous dire quelques mots sur le portail. Est-ce que vous m'entendez? Oui, si je pense. Non, oui. D'accord, monsieur. Oui, j'ai remis à chaque collectivité cette plaquette avec 2 documents à l'intérieur. Si les personnes ne l'ont pas, qui viennent d'arriver, vous me sollicitez et je vous la transmettrai. Alors, comme l'a précisé Delphine Villot, ma directrice, c'est la directrice territoriale Enedis en Périgord, Enedis propose à chaque collectivité un outil informatique qui s'appelle le portail client Enedis. Ce portail permet à chaque collectivité d'accéder à la carte des réseaux sur sa commune, d'accéder aux informations sur les coupures en cours, d'accéder aux travaux et aussi d'accéder à l'ensemble des compteurs dont la collectivité est titulaire. Je sais que dans l'Assemblée, il y a pas mal de collectivités qui se sont dotées de cet outil. C'est un outil qui est gratuit, je précise. Et par rapport à ça, les documents que je vous ai remis, vous avez le lien direct qui vous permet de faire la demande pour accéder à ce portail client Enedis. Et une fois que vous avez fait la demande, c'est moi-même, Fabrice Dafis, qui valide l'accès ou non, parce qu'il y a des personnes aussi, il y a des petits malins, des administrés qui veulent aussi aller voir ce qui se passe sur ce portail. Et bien évidemment, je refuse pour les administrés toute demande. Voilà. C'est fait pour les collectivités, la secrétaire de mairie, les adjoints, les élus, ils ont accès au portail. Je peux passer au document suivant. Voilà, bon, j'ai présenté tout ce que pouvait... et il y a d'autres aussi possibilités avec ce portail. Vous pouvez, si vous avez un projet photovoltaïque, vous pouvez l'implanter sur cet outil et voir si on est en capacité de vous raccorder ou non au réseau électrique. C'est déjà une première approche pour vos projets photovoltaïques ou aussi projets, si vous souhaitez, si un industriel souhaite se raccorder, vous pouvez déjà voir sur la carte si c'est possible ou pas possible de se raccorder. Voilà. Vous avez déjà une première approche en termes de raccordement pour vos projets. La deuxième brique, je vais dire, que propose Enedis, c'est ce qu'on appelle c'est sûr, les suivis de consommation. Voilà. Vous pouvez aussi avoir sur cette deuxième brique, c'est l'EMS, l'espace mesure et service. Il y a aussi des collectivités qui ont souscrit, toujours pareil, ce service. C'est un service gratuit qui permet à chaque collectivité d'avoir accès aux données de consommation de tous les points de livraison, de tous les contrats dont elle est titulaire. Et vous pouvez aussi avoir accès à tout ce qui est puissance atteinte. Vous avez pas mal d'éléments qui permettent de regarder votre consommation en temps réel, faire l'analyse et comparer sur plusieurs années, sur les mois, vous avez accès à toutes ces données informatiques en temps réel pour suivre vos données de consommation. Je précise que ce sont des données de consommation, ce ne sont pas des prix. Ça, c'est votre fournisseur qui vous dira par rapport au prix. Là, ce sont des données de consommation brutes pour chaque contrat et vous pouvez comparer année par année vos suivis de consommation, s'il y a des évolutions, pourquoi, et ce service, l'espace mesure et service, vous permet d'avoir accès à toutes ces données. Voilà. Là, c'est une commune d'Ordogne que j'ai pris, avec, bon, c'est vrai que de loin, on ne voit pas très bien. Vous avez les données annuelles de consommation en cours, et c'est segmenté, vous pouvez avoir par segment, c'est-à-dire les bâtiments administratifs, les bâtiments sportifs. Vous pouvez segmenter, savoir pour chaque utilisation, s'il y a des personnes qui s'occupent du service eau assainissement, j'ai des Comcom, on sait qu'elles suivent leurs données de consommation. C'est segmenté, voilà. Vous avez accès à des points précis de consommation.
question, mais je ne pas, par rapport à l'espace mesure et service et au contrat immédiat. Alors voilà, en grand résumé, effectivement, ce que vient de vous présenter Fabrice, voilà, ce sont deux outils, enfin c'est un seul outil, espace collectivité locale, dans lequel il y a plusieurs tiroirs en fait, qui vous mettent à disposition des données techniques si vous le souhaitez, c'est-à-dire l'implantation des réseaux électriques, des données de consommation si vous le souhaitez également, sur vos points de livraison liés au contrat, entre guillemets, que gère votre collectivité locale. Et ce sont autant d'informations apportées à votre connaissance qui vous permettent soit peut-être de faire de la communication, si vous le souhaitez, vers vos administrés, indiquer à un moment donné les efforts réalisés par la commune sur le chauffage de la salle des fêtes ou de je ne sais quoi, mais c'est également aussi pour faire prendre conscience justement des efforts individuels de tout un chacun pour travailler concrètement cette sobriété énergétique. Donc on l'a en tant que, particulier, pour nos propres consommations, comme Monsieur le Président me le montrait, mais vous pouvez l'avoir, vous, en tant qu'élu d'une commune, justement pour sensibiliser l'ensemble de la population sur ces objets-là, qui sont très coûteux pour une commune, j'imagine. Donc ça, voilà, donc à disposition, si vous ne l'avez pas déjà, Fabrice est votre point d'entrée et peut justement venir vous appuyer par téléphone ou en direct sur ces outils-là. Autre sujet, quand on parle de sobriété énergétique et de rénovation énergétique, c'est un outil qui est porté par le SDE 24, qui a fait l'objet d'une convention avec la Banque des Territoires, Enedis, GRDF et donc le SDE 24, entre autres participants, qui justement vous aide sur votre commune à identifier les bâtiments énergivores. Voilà. Et s'il y en a plusieurs, et bien concrètement, par lesquels souhaitez-vous ou avez-vous intérêt à commencer si vous souhaitez faire de la rénovation énergétique de bâtiments. Donc c'est un service qui s'appelle PrioRéno, qui est porté par le SDE 24, auquel Enedis est associé, puisque du coup, pour ce service-là, nous mettons à disposition les données de consommation, toujours pareil, par le compteur Linky, qui est en capacité justement d'enregistrer des kilowatts. Nous mettons ensuite ces éléments à disposition du SDE 24 et de la Banque des Territoires pour porter PrioRéno. Sur l'accélération des énergies renouvelables, alors Fabrice en a également parlé, la loi accélération des énergies renouvelables vous a demandé peut-être, vous avez peut-être déjà fait, je sais qu'il y a une quarantaine à peu près de pourcentage de communes de Dordogne qui ont délibéré sur les zones d'accélération de l'ENR. Tout à fait, donc il y a une belle dynamique en tous les cas sur le département. Oui, il y a une belle dynamique sur le département, mais sachez que si vous souhaitez, entre guillemets, parce que au-delà d'identifier un projet, il faut aussi peut-être à un moment donné se poser la question sur la faisabilité du projet. C'est pas tant la question d'identifier une zone, une friche agricole, industrielle ou je ne sais quoi. C'est ce projet, dans l'idéal, il faudra à un moment donné le raccorder au réseau électrique. Et du coup, là aussi, dans l'outil que vous a présenté Fabrice, vous avez ce qu'on appelle la cartographie des réseaux électriques. Donc ça vous permet, en mode un peu, si vous connaissez effectivement Google et les cartes que l'on peut avoir, d'identifier une zone géographique sur votre commune et de regarder ensuite sa proximité, plus ou moins, du réseau électrique, et donc du coup de commencer à simuler aussi sur ce projet-là les délais, parce que tout est raccordable. Le seul élément qui peut être différent, c'est le délai. Ça peut nécessiter plus ou moins de temps de travaux, et bien entendu le coût financier de ce raccordement. Donc pour aider à la réflexion, c'est toujours pareil, ça n'est que des outils d'aide à la réflexion. Pour aider à la réflexion, sachez que vous avez des cartographies du réseau électrique, moyenne tension et basse tension, à votre disposition sur votre collectivité et qui vous permet simplement d'identifier la proximité ou pas d'un projet que vous auriez, entre guillemets, commencé à mûrir ou que vous auriez envie de partager en conseil, par exemple, communautaire. Il faut que le poste source ait la capacité en fonction du projet. Parce qu'on a ici, sur Tenon a été fait un des premiers parcs importants, sur 15 hectares de 15 mégawatts. Et au départ, tant qu'il n'y avait pas le poste source de Fosmail, il a attendu. Et lorsque vous avez fait le poste source de Fosmail, c'est devenu compétitif de pouvoir se brancher à Fosmail, parce qu'on arrive à des sommes très importantes. On était à 800 000 € je crois, pour aller se brancher à Montignac à l'époque. Alors c'est vrai que ça fait la transition avec le visuel, malheureusement, que vous ne voyez pas, mais que vous aurez, parce que Fabrice fera passer la présentation. Je vous disais, il y a le réseau électrique sur la commune, et il y a en effet ce que dit M. le Président,
les projets sont, entre guillemets, aussi en lien avec un poste source. Le poste source étant l'objet qui fait la transition entre le réseau très haute tension, qui est géré par RTE, et le réseau moyenne tension, qui est géré par Enedis. Et donc sur ces postes sources, eh bien, il y a, je dirais, c'est comme un étagère, hein, avec des tiroirs plus ou moins pleins et des tiroirs ou des étagères vides. Et bien, à chaque poste source, il y a des capacités d'accueil de différents projets, donc exprimés en mégawatts. Et donc, vous avez aussi à votre disposition 2 sites, donc vous aurez les adresses sur le visuel derrière moi, qui sont à votre disposition. Vous pouvez aller regarder, ben, tiens, sur le poste source que je connais, qui est sur ma commune, au moment où je parle, parce que ça va très très vite, vous imaginez que le nombre de projets avec la dynamique d'accélération des ENR, ben, les projets, je dirais, se poussent les uns après les autres. Mais au moment où vous avez, entre guillemets, la question devant vous qui se pose, vous pouvez aller sur ce site-là qui s'appelle Capacité Réseau, Capa Réseau, et qui vous donne la disponibilité à l'instant T sur le poste source. Et puis après, bien sûr, une fois que la disponibilité est affichée sur le poste source, il faudra regarder effectivement la disponibilité sur le réseau moyenne tension, donc celui qui est géré par Enedis. Donc voilà. Donc ce sont des outils, en résumé, à votre disposition, qui, entre guillemets, sont à prendre comme des outils, donc avec toutes les limites de ces outils-là, c'est-à-dire que l'outil, je le regarde à l'instant T, mais peut-être que ce matin, un très gros projet est arrivé et est venu prendre la capacité du poste source ben, que l'on pensait, entre guillemets, existante. Donc il faut toujours, voilà, ce sont des outils d'aide à la réflexion. Ils demandent toujours, en second temps, de travailler vraiment l'étude technique, la solution technique et la faisabilité technique en délai et en coût. Et puis pour terminer, les bilans énergétiques du territoire, et là c'est Fabrice qui prend le relais. Alors, le bilan énergétique du territoire, c'est quoi? Chaque collectivité peut avoir accès à des données concernant tout ce qui est sur l'industrie, sur les taux de logement, sur les taux de consommation pour l'agriculture. Et ces données, elles sont ce qu'on appelle un open service, c'est-à-dire c'est des données qui sont accessibles à n'importe qui, quoi. Vous avez l'adresse internet qui vous permet d'avoir accès à toutes ces données informatiques sur tout ce qui est construction, sur tout ce qui est consommation pour chaque collectivité ou à la maille de la Comcom. C'est ce que j'ai sorti pour la communauté de communes du Terrassonnet. Mais pour avoir accès à ces données, je vais vous demander, hein, M. Bousquet, parce que ce sont des données sensibles, de me signer ce document si, pour l'obtention du diagnostic. Mais vous, collectivité, si vous souhaitez avoir sur la commune tout ce qui est données informatisées, de tout ce qui est consommation par segment de marché en résidentiel, dans l'industrie, dans l'agriculture, vous pouvez avoir accès à ces données et on remonte 4 ans en arrière, même 5 ans, 2023 jusqu'à 2019. Voilà. Et comme ça, vous pouvez vous faire une idée sur le taux de chauffage, mettons, en résidentiel sur la commune, le nombre, vous avez une multitude de données à votre, que vous pouvez consulter sur ce site openservice.enedis.fr. C'est des données en libre accès. Quoi. Voilà. Quoi. Voilà. C'est bon. Après ça, on peut, je pense qu'on peut. Il y a le lien. Il n'arrive pas à avoir le lien. Bon, c'est bien dommage. C'est pour les communes, tout à fait. Quoi. Si les communes sont intéressées, vous m'envoyez un mail et je vous sors le bilan des données énergétiques à la maille de la commune. Quoi. Voilà. C'est vrai que ce document vous permet justement d'avoir la photo à l'instant T de concrètement que se passe-t-il d'un point de vue énergétique sur votre territoire, sur votre commune. Combien de parts de chauffage, élec, gaz, si vous avez le gaz, ou autre mode de chauffage, et puis quelle est entre guillemets la part de production par rapport à la consommation de votre commune. Donc voilà, ça vous donne de la matière. Si vous souhaitez faire de ce sujet énergétique un sujet de communication, mais sachez que vous avez quelques outils qui sont, bon, j'ai pas pu ouvrir la pièce jointe là, mais qui sont assez faciles entre guillemets d'accès et de lecture, puisque ce sont des graphiques
avec un historique justement de consommation. Est-ce que votre commune consomme plus d'énergie en 2023 qu'elle n'en consommait en 2020? Est-ce qu'il y a eu vraiment, on parle d'efforts de sobriété énergétique, est-ce qu'on les voit sur votre commune ou pas? Voilà, toutes ces réflexions-là, vous pouvez les avoir avec quelques graphiques sur ces objets. Et nous avons, je pense, terminé, puisqu'après ce sont des objets aussi en lien avec, pareil, des sites à votre disposition pour mesurer et suivre la consommation énergétique et la production énergétique sur vos différents territoires. Donc sachez que nous sommes avec Fabrice à votre disposition pour venir justement répondre déjà à toutes vos questions sur ces objets-là, et puis si vous le souhaitez, intervenir dans votre mairie, dans votre collectivité, ou même effectivement auprès de vos équipes. On a des fois quelques assistants ou assistantes de mairie qui nous sollicitent, puisque quand on disait tout à l'heure que le portail met à disposition des informations quasiment en direct sur des programmations de travaux, des coupures malheureuses sur le réseau électrique, vous avez justement, en l'occurrence pour les assistants ou assistantes de mairie, l'information instantanément en consultation sur l'outil informatique. Bien entendu, ça n'empêche pas d'appeler Fabrice pour tout le reste. Voilà, donc à votre disposition, nous on en a terminé. Donc s'il y a des questions, bien entendu, nous les prenons maintenant ou ultérieurement. Et puis au plaisir de vous retrouver sur vos communes ou ici. On se réinvitera avec plaisir dans un prochain conseil communautaire. Est-ce que l'électricité va baisser un jour? Parce que nos concitoyens sont en train de souffrir actuellement. Avec toutes les augmentations qu'il y a eu, les rappels qu'il y a eu l'année dernière, les gens souffrent. Alors ça, c'est vrai que c'est souvent la question quand on intervient en conseil communautaire, puisque le gros du sujet qui vous préoccupe, qui nous préoccupe tous, c'est en effet le coût énergétique. Et sachez que malheureusement, Enedis, nous on est sur la distribution d'énergie, et donc j'ai un avis comme tout un chacun, mais en aucun cas je suis amenée à pouvoir ou à devoir m'exprimer sur cette partie de consommation et de facturation énergétique. Mais j'entends que c'est des questions que vous avez. Tout le monde a fait des efforts, tout le monde a réduit sa consommation, mais on est revenu à la case départ. Ouais, alors vous avez vu que cette année, parce qu'il y a une communication qui est dans la presse là assez régulière, il y a 2 ans de ça, on parlait de risque énergétique avec justement une pénurie, clairement, d'électricité, avec une problématique sur les centrales gérées par le groupe EDF, les centrales nucléaires qui étaient en maintenance, des complications, pour être poli, en lien avec le contexte politique et les guerres, malheureusement, qui nous entourent. Depuis, en l'occurrence, pour cet hiver-là, on y est dedans, il n'est plus question de risque énergétique puisque les centrales fonctionnent, je dirais presque à plein régime, et que du coup aussi on a maintenant les effets des productions d'énergie renouvelable qui sont injectés sur le réseau, qui viennent justement aussi. Ça ne répond pas à la question du coût, mais ça répond à la question de la quantité. Moi je vais dire 2 mots, puisque je suis un peu plus, je dirais quand même impliqué dans les réseaux électriques. D'abord, je voudrais donc remercier Andilo et M. Dafis d'être venus ce soir et surtout les remercier pour l'excellente collaboration qu'on a avec le SDE 24. Et c'est assez. Nos échanges sont toujours très constructifs dans l'intérêt des abonnés, parce que c'est surtout ça qu'on défend. Moi, il y a une chose qui m'intéresse, c'est vrai que toutes vos applications informatiques, vos données, tout ça, c'est super, c'est très bien. Mais il y a quand même quelque chose qui est encore plus important que tout ça, c'est la sécurisation des réseaux électriques. Et ça, c'est fondamental et c'est ce qui intéresse tous les élus et qui intéresse tous les abonnés. Pourquoi ? Parce que nous sommes devenus complètement dépendants de l'électricité. Aujourd'hui, les automatismes, les chauffages, etc. font que dès qu'il y a la moindre panne, tout le monde est perdu et c'est bien embêtant. Bon, donc je voudrais souligner quand même le travail que vous faites, qui se fait sur le long terme, pour justement sécuriser les réseaux. Et nous le faisons ensemble avec le SDE 24. Bon, tous les maires le savent, on a résorbé tous les fils nus sur les lignes basse tension, ce qui a quand même bien amélioré les choses, mais c'est pas suffisant parce qu'on a beau avoir la meilleure basse tension du monde, si la moyenne tension est en panne, on n'a rien. Par contre, vous avez au niveau d'Enedis
vous avez engagé des programmes d'investissement très lourds, parce que c'est des programmes qui sont très lourds, sur le long terme pour moderniser et sécuriser les lignes moyenne tension. Beaucoup de communes en ont bénéficié et ça va se poursuivre et c'est une excellente chose et c'est vraiment très important dans nos communes boisées de pouvoir sécuriser ces lignes moyenne tension et voilà, donc ça c'est une très bonne chose. La deuxième chose que nous faisons, et pour ceux qui sont sur mon secteur au bureau, c'est notamment les baisses de tension que vous arrivez à identifier en amont, les départs mal alimentés, et vous nous mettez effectivement la puce à l'oreille sur les baisses de tension qu'il peut y avoir ici ou là, ce qui oriente bien nos programmes d'investissement, et ça c'est aussi très appréciable pour la qualité de distribution du réseau au niveau des abonnés. Voilà. Et puis il y a Terrasson, ils ne sont pas beaucoup ce soir, mais c'est pas grave. Je dirais Terrasson est une commune urbaine et à ce titre, c'est Enedis qui va programmer et réaliser une partie des investissements. Et à Terrasson, il y a encore beaucoup de fils nus. Voilà, donc au travers des articles 8 avec le SDE et avec souvent votre validation, on conduit des opérations également de sécurisation et d'éradication de ces villes nues. Et là, il faut effectivement que ça se poursuive. Voilà, en tous les cas, autre point aussi très important, les programmes d'élagage que vous avez pu faire et qui sont suivis, ce qui n'a pas été le cas, parce que derrière chez moi, j'ai une ligne moyenne tension, c'est resté 18 ans sans être élagué. Voilà, donc, et par contre, maintenant, il y a véritablement un suivi qui est fait derrière chez moi, comme ailleurs d'ailleurs, mais ce qui est une très bonne chose parce que pour la sécurisation de ces lignes moyenne tension, c'est crucial qu'il y ait un élagage suivi comme vous le faites. Voilà, merci. Je n'ajouterai rien de plus. Merci M. Armagaillan. Moi, je pense que je ne peux que partager ce qui vient d'être dit. Et comme vous l'avez compris, bien, en effet, il ne faut rien lâcher en fait. Quand on parle d'élagage, l'élagage, il faut y revenir régulièrement parce que les arbres et les branches poussent. Donc il ne faut rien lâcher et en effet, l'Enedis poursuit, développe fortement ses investissements. On investit chaque année quasiment 50 millions d'euros sur le département de la Dordogne. Et puis on va continuer comme ça dans la suite, en renforçant même, et en mettant l'accent même sur certains programmes encore plus que sur d'autres. Puisque la Dordogne, je dirais sa topographie, son organisation, un territoire vaste, grand, très boisé, demande justement des vigilances et des points de vigilance, particulièrement ici, qu'on ne retrouve peut-être pas dans d'autres départements. Donc voilà, donc on est à la tâche, à la manœuvre, et bien entendu à l'écoute aussi de vos remarques, de vos suggestions, parce que c'est aussi vous, effectivement, qui êtes dans les communes et qui voyez des choses et qui pouvez nous faire remonter en direct certaines incompréhensions. Comme je le dis souvent, on n'est pas parfait. Il y a plein de choses encore sur lesquelles on est, au travail pour progresser et à l'action pour progresser, mais en tous les cas, on essaye de faire en sorte d'être présent, d'être au rendez-vous et d'être vraiment en proximité avec vous toutes et avec vous tous. Voilà. Dans les zones d'activité, mais bon, on attente un peu avec le SDE. C'est vrai que tout se mêle entre l'éclairage public des communes, l'éclairage public des zones d'activité. Et quand il va falloir séparer les différents réseaux, vous allez nous accompagner là aussi. Et ça peut représenter des investissements importants. Donc pour l'instant, Lionel, on n'est pas très pressé d'accélérer, mais peut-être qu'un jour il faudra le faire. Pour qu'on s'y retrouve, d'autant plus qu'on va lancer un programme friche sur des zones d'activité du terrassonné. Et c'est un élément qu'il faudra prendre en compte, je pense. Des fois, on appelle M. Lafils en lui disant on a un gros consommateur qui veut s'installer dans nos zones et il a 24 heures pour nous dire qu'est-ce qui est possible ou pas. Et en général, il le fait. Ah oui, j'arrive à l'appeler quand il est à la pêche aussi, mais bon. Il faut faire attention. Le canne à pêche par rapport au fil, c'est un élément important. Jean-Luc, dans les bambous qu'il y a à Tenon, on a failli avoir un drame, parce que quand ils élaguaient les bambous, ça a fait comme une canne en haut, et il y a un gars d'EDF qui a pris chaud un jour.
Bon, vous n'avez pas d'autres questions, profitez-en. Parce qu'on dit que du bien d'eux, là, mais c'est pas possible. Il y a bien quelque chose qui ne va pas, quand même. Hein, sinon... Oui, le poste, vous avez parlé du poste source. Le poste source qui nous concerne, il est à Charpenay. Il a une puissance d'absorption quand même assez limitée. Qu'est-ce qui va se passer quand il va être saturé? Est-ce qu'on ne pourra plus se raccorder? Est-ce qu'on ne pourra plus avoir de projet? Et la deuxième question, tant que j'ai le micro, on va certainement produire plus qu'on va consommer, surtout en journée. Est-ce que vous avez des projets pour stocker l'énergie ou ce genre de choses? Toujours sur la production, bon, on est un certain nombre à avoir des voitures électriques. Si demain on a tous des voitures électriques, est-ce qu'il est prévu de pouvoir alimenter toutes ces voitures? Alors, je vais répondre à la première question. M. Changois, on doit, quoi qu'il arrive, raccorder au réseau pour tous les projets. Bien évidemment, s'il n'y a pas la capacité, il va falloir la créer, la capacité. Ça veut dire que créer de la capacité, c'est un coût. Et le coût, bien évidemment, il sera répercuté aux demandeurs. On peut raccorder n'importe quelle puissance à n'importe quel endroit du réseau. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de tout ce qui est production, l'équation qui est fondamentale, c'est l'équation physique, production doit être égale à consommation à tout moment de la journée. Si on n'a pas cette équation, le réseau diverge et ça peut entraîner derrière un blackout. Ce qui se passe, c'est que vous me dites, ben, je veux raccorder, mettons, telle puissance à tel endroit. Nous, on fait des calculs, on étudie, on dit, ben non, c'est pas possible parce que si je raccorde à tel endroit, il n'y a pas assez de clients pour consommer, je vais être obligé d'aller le raccorder plus loin. Je ne dois pas générer, nous on a des personnes qui font ça toute la journée, le bureau d'études chez nous, qui fait les études de tout ce qui est raccordement des producteurs, je ne dois pas générer plus de 2% de variation de tension. Imaginez le 15 août à 15h, c'est ce qu'on dit quand le soleil donne à fond. Si c'est Versailles, comme dit une certaine publicité d'un fournisseur d'électricité, si c'est Versailles chez vous que ça commence à scintiller, que ça commence à éclairer très fort, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit, mais je ne dois pas générer plus de 2% de hausse de tension sur le réseau quand je produis. Et toutes ces choses-là, mais on peut raccorder, comme je vous l'ai précisé, tous les projets. Mais parfois, il va falloir aller plus loin parce que il n'y a pas, je produis, mais je n'ai pas la consommation qui va en face. Voilà. Ou je n'ai pas la capacité du réseau pour pouvoir injecter à tel endroit. Voilà. C'est je dirais un juste équilibre à avoir en permanence, que ce soit effectivement sur les réseaux moyennes et basse tension, mais également sur le réseau transport RTE, pour justement, et donc dès lors qu'il s'agit d'envisager des travaux sur le poste source qui embarquent Enedis et le réseau de transport, vous imaginez là par contre que pour le coup c'est des délais qui peuvent être assez longs. Donc on entend souvent parler des délais de raccordement qui demandent des fois 18 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans de délai de raccordement pour des très gros projets bien sûr, mais qui sont tout simplement liés assez différents. Alors bien sûr il y a toutes les formalités administratives et toute la gestion même des autorisations nécessaires pour ces différents projets, mais il y a aussi à un moment donné les délais d'intervention pour justement augmenter la capacité des postes. Et l'autre question, c'était sur le stockage. Est-ce qu'il y a des... Ben oui, ça fait partie des questions et des sujets qui sont devant nous. Pour l'instant, ça démarre, mais je sais qu'il y a quelques structures qui commencent déjà à mettre en place, ou à imaginer, ou à concevoir et à tester des batteries pour justement stocker l'énergie. Oui, ça existe. Donc je pense que ça sera, je dirais, l'étape d'après, ça. Parce qu'à un moment donné, dès lors qu'on aura beaucoup d'énergie produite sur le réseau, eh bien il faudra, et qu'on ne pourra pas effectivement tout le temps la faire circuler, mais il faudra la stocker quelque part. Voilà. Oui, donc c'est des projets qui sont devant nous. Sur le bilan énergétique de mon territoire, M. Bousquet, vous pouvez faire passer le document, il n'y a pas de secret, c'est sur la maille communauté de communes, s'il y a des collectivités qui souhaitent le regarder pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, il n'y a pas de souci.
S'il y a des collectivités qui sont intéressées par ce document que j'ai produit, vous m'envoyez un mail, vous me dites, voilà, je souhaite avoir le bilan de mon territoire, de ma commune, pour voir ce qui s'y passe, hein, le nombre de kilowattheures qui sont consommés, qui sont produits de 2019 à 2023. Voilà. Vous avez accès à toutes ces données. Et la dernière question à laquelle on n'a pas répondu à M. Bousquet, je pense que c'est pour les recharges de véhicules électriques. Si tout le monde achète un véhicule électrique, comment on va faire pour recharger tout ce monde-là? Parce que bien évidemment, quand vous rentrez le soir à 18h, 19h, tout le monde va vouloir recharger son véhicule. Ah. Monsieur Bousquet est en train de charger son véhicule. Voilà. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'on s'adapte, Enedis, justement, avec les heures creuses, les heures pleines, pour éviter justement qu'il y ait un pic de consommation, parce que tout le monde rentre, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les heures de pointe, comme on dit dans l'industrie, quoi. Les heures de pointe, c'est 9h, 11h le matin et 18h, 20h quand tout le monde rentre chez soi, quoi. Voilà. Mais il va falloir qu'on adapte justement à cette nouvelle, je veux dire, qui arrive avec tous les véhicules électriques qui vont arriver ou qui commencent déjà à arriver sur le marché. La présidente directrice générale, Marielle Lignot, quand elle parle de ce qui est en train de se passer dans la période actuelle, elle parle d'une deuxième électrification de la France, en gros, en disant que toute cette révolution, on va dire, énergétique, ça demande autant d'investissement, autant d'énergie humaine, hein, pour faire avancer ces projets, que ce que l'on a eu à l'électrification, la première, entre guillemets, post-guerre. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de gros sujets, des sujets techniques, bien sûr, sensibles aussi, parce que des sujets qui ont des coûts financiers. Hein, quand on parle d'un raccordement, quand on parle effectivement, on peut faire beaucoup de choses sur le réseau. Sauf qu'à un moment donné, vous savez très bien que ce coût, il se répercute sur la facture des clients aussi, puisqu'il y a le fameux tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, le fameux TURP, qui est derrière, directement visible sur la facture des clients. Donc il y a pareil, là aussi, un équilibre à trouver entre le raisonnable, qu'est-il bon de faire, d'un point de vue technique, bien sûr, pour avoir une qualité d'alimentation, et en même temps pour supporter financièrement l'ensemble de ces travaux, parce qu'il n'y a rien de gratuit, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Voilà. Y a-t-il encore des questions? Ou s'il n'y en a plus, on n'a plus qu'à vous remercier. Merci. Alors, premier dossier, c'est concernant les statuts, l'intérêt communautaire de notre compétence action sociale. Donc, vous avez lu, je vais vous préciser pourquoi nous voulons élargir la compétence. Depuis le début, nous finançons un centre social de Thonon. Dans l'équilibre de territoire, sur Thonon, il y avait le centre social, sur le Terrassonnet, il y avait de la voirie qui n'est pas fait chez les autres. On n'avait pas tout généralisé. Mais le centre social de Thonon avait un financement important. Aujourd'hui, le centre social connaît un certain nombre de difficultés diverses. Et Madame la Présidente, Nadine Pierson, est là. Donc, c'est pas méchant ce que je dis, mais il a un certain nombre de difficultés. Donc, on est en train de réfléchir. Pendant un certain nombre de mois et d'années, on avait dit qu'il faut que le centre social se recentre sur ses compétences de centre social, car c'est vrai qu'il faisait beaucoup de choses. Hein, vous aviez, je sais pas, une trentaine de fiches de paye quand même, c'est ça, Madame la Présidente? Combien? 23, 25, quoi, une petite trentaine. Et c'était un budget 800 000 € dans ces bouts-là. Donc c'est vrai que c'est devenu une grosse structure qui faisait beaucoup de choses. Donc dès le mois de septembre, les France Service, comme c'est géré à Terrasson, et le France Service itinérant, le France Service a été repris par la communauté de communes, et je crois que ça donne satisfaction,
Nicolas, le directeur général, me dit qu'il y a un peu plus de monde et que ça fonctionne très bien. Alors c'est vrai qu'il y a plein de choses chez nous qu'on peut trouver, pas que ça ne va pas, mais à améliorer. Par contre, France Service, je n'entends que des compliments grâce à la compétence, au dévouement et à la disponibilité des agents qui s'occupent de France Service, qu'ils soient en fixe ou en itinérant. Donc à Thonon, ben, ça prend maintenant la même allure et c'était une bonne chose. Donc on a repris un agent du centre social de Thonon qu'on a repris à la communauté de communes à France Service. Après, au premier semestre, il était question de reprendre les centres d'accueil et de loisirs. Comme on gère et qu'on a la compétence, donc on avait délégué la compétence de Terrasson-l'Estrade et de Batfol à Léo-Lagrange. Et c'était le centre social de Thonon qui gérait le centre d'accueil de loisirs de Thonon. Donc, a priori, on va le reprendre, à la fois Nicolas Arel, Jean-Jacques Dumonté, le nouveau directeur du SIAST, fait qu'on est en train d'y travailler pour le reprendre. Et à partir du 1er janvier, on devait reprendre le directeur adjoint du centre social, Olivier Chardelin, pour travailler avec eux et monter ce dossier. Olivier Chardelin qui a déjà travaillé sur notre territoire au niveau périscolaire à un certain moment quand il y avait la semaine de 4 jours. Et puis après, bon, la semaine de 4 jours s'est arrêtée, les activités extrascolaires aussi. Mais Olivier Chardelin est quelqu'un de compétent qui devait et qui sera embauché au 1er janvier pour mettre en route. Et après, il faudra qu'on continue à réfléchir. Est-ce qu'on continue avec Léo Lagrange sur les 2 ou 3 sites ou est-ce qu'on le prend en gestion directe? Tout ça n'est pas du tout tranché. Il faut aligner les chiffres, il faut aligner les compétences parce que Léo Lagrange c'est un peu cher, hein, c'est clair. De mémoire, la dernière proposition c'est 174 000 € qu'on nous demande. Rien que pour Batfol et Terrasson, 174 000 €. On jongle avec les centaines de milliers d'euros tous les jours, mais bon, s'il n'y a pas quelques recettes en face, je ne sais pas comment ça se passera. Donc, c'est un dossier qui est sur l'établi et qui doit avancer. Et lorsqu'on a dit qu'on prenait Olivier Chardelin, eh bien, on s'est aperçu qu'on déséquilibrait toute l'autre partie insertion du centre social. Puisque Olivier Chardelin faisait un peu de tout dans cette boutique comme d'autres. Donc on s'était dit il faudra aussi à terme réfléchir à la reprise de l'insertion sur notre territoire. Alors l'insertion ça coûte un peu cher. Au niveau du centre social de Thonon, nos financeurs, certains s'étaient retirés, d'autres étaient en passe de le faire. Donc dans ce mois de décembre, après avoir rencontré le département, sa directrice, le responsable territorial, on a, je pense sous contrôle Régine, on a plutôt l'impression, au-delà des difficultés que connaît le département, de la réforme sur l'insertion, sur tout ça, que le département est prêt à nous suivre. Après, l'insertion, la CI, c'est les agréments de l'État. Donc on a rendez-vous incessamment sous peu avec le responsable au niveau de l'État pour savoir s'il nous accompagne. On a rencontré la CARSAT, on doit rencontrer la MSA, enfin, il faut rencontrer tous ces gens-là. Il faut à la fois établir un projet d'insertion en concertation avec Tangent sur Terrasson, avec d'autres personnes et les collectivités aussi qui ont leurs propres services sociaux, pour établir un projet de territoire, car on paraît ici, notamment à la ville-centre, ça paraît beau et riche, mais on a quand même des populations avec des revenus faibles et une sociologie qui a besoin d'être accompagnée. Alors est-ce qu'on aura les moyens ou pas? C'est l'avenir qui va le dire et on est en train de réfléchir. Alors après, sans dévoiler beaucoup de choses,
il y a un phénomène qui accélère le dossier, il y a quelques problèmes de gestion au niveau du centre social qui font qu'on va peut-être être amené à accélérer le dossier plus qu'il était prévu. Donc, pour faire ça, monsieur le directeur, on a besoin d'agrandir notre compétence. L'intérêt communautaire. Oui, on a besoin d'élargir l'intérêt communautaire de cette compétence que nous avions. Parce que si on n'avait pas la compétence, ça serait beaucoup plus compliqué. Par contre, élargir l'intérêt communautaire, ça se passe à la majorité du conseil communautaire. Vous avez deux sujets, vous avez le sujet de la compétence et de l'intérêt communautaire. La compétence, ça s'appelle compétence action sociale. Vous l'avez donc au sein de la petite commune. Vous l'avez délibéré pour lui attribuer à ce qu'on appelle un vote à la majorité qualifiée des 2/3 des conseils municipaux, représentant la moitié de la population, ou l'inverse, plus un vote favorable de la commune qui a le quart de la population. Quand vous modifiez l'intérêt de la compétence, l'intérieur de la compétence action sociale, là, il vous suffit de prendre une simple délibération au conseil communautaire à la majorité qualifiée des 2/3 des suffrages exprimés. Et donc, il vous est proposé justement de modifier l'intérêt communautaire qui avait été arrêté en novembre 2022, où on venait lister finalement les structures que vous accompagnez au titre des accueils de loisirs. Il était clairement inscrit dans votre intérêt communautaire le fait que vous subventionnez l'accueil de loisirs géré par le centre social Passerelle. Il vous est proposé tout simplement de dire la Concom a la compétence accueil de loisirs sans hébergement, ce qui est le cas puisqu'on l'a sur le secteur de Terrasson, sur le secteur de Bas-de-Folle et maintenant le secteur d'Autonom. On vient retirer ces mentions qui venaient préciser des lieux ou l'association qui gérait directement la compétence. Il ne faut pas confondre l'intérêt communautaire et le mode de gestion. Très bien. Y a-t-il des questions, des remarques? Et tout ceci, Madame la Présidente, on le fait ensemble. Ce n'est pas une question de faire une OPA de la communauté de communes sur le centre social. Le centre social a un certain nombre de problèmes et si on n'arrive pas au bout et à trouver à la fois des financements et des soutiens, j'ai peur que le centre social de Thonon ait plus vécu qu'il y aura. Mais bon, on va essayer de voir comment on peut s'en sortir. Donc au conseil d'administration, il y a Roland Moulinier, il y a Jean-Jacques Dumontet, il y a Régine Anglard, il y a Francine Bourrac, je ne sais pas si Bertrand qui est pas aussi, je crois, qui est. On a un certain nombre d'élus présents et on essaiera de faire pour le moins mal pour soutenir notre territoire dans ses problèmes de difficultés sociales. Y a-t-il des questions? Alors, mais je vous dis, il y a un côté financier. On ne va pas se mettre dans le rouge non plus, il faudra faire attention. Très bien. Ok. Bon, alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc merci, on va continuer à réfléchir. Après, les finances, la fiscalité, il y a des décisions modificatives et il y a, vous avez reçu dans la note de synthèse aussi admission à non-valeur. On en avait parlé en bureau. Moi, j'ai demandé que ça soit retiré. C'est pas qu'on a des choses à cacher, mais quand j'ai regardé le détail, je trouve des gens qui ne me paraissent pas obligatoirement être exonérés en non-valeur, mais peut-être qu'on ne peut pas le récupérer. Donc on va un peu le retirer pour regarder de plus près un peu la liste des gens qu'on voulait mettre en non-valeur. Alors, les décisions modificatives. Oui. Alors, il n'y en aura plus que deux, a priori, parce que j'ai bien compris. Concernant la DL numéro 2, concernant l'assainissement, alors c'est juste, je vois des changements d'articles. Pour moins de 5 000 sous la sous-traitance pour ajouter en titre annulé, c'est ça? Et ça c'est un fonctionnement, et en investissement,
on a enlevé 20 000 € sur l'enveloppe diagnostic pour rajouter sur de l'assainissement de bourg, sur les articles qui vous sont mentionnés, 20 000 €. Plus 20 000 pour les gags et 20 000 enlevés sur l'assainissement de bourg. Alors, les diagnostics, c'est l'enveloppe. Hein, là aussi. Voilà. Parce que, après, bon, je parle la deuxième. C'est l'ADN numéro 2 concernant le genèse des zones d'activité. Alors ça, ce sont des opérations comptables. Alors, vous savez comment ça se passe, ça se croise, hein. Ça fait une croix, donc c'est pas la tête. Nicolas vous expliquera maintenant, je vous ai déjà expliqué X fois. Donc vous avez, voilà, en section de fonctionnement 1 568 527, je passe les centimes. Ils sont 23 qui vont passer au 21 et le 0,42 pour le même montant qui va descendre au 0,40 2068. C'est bien ça? Bien sûr. Voilà. Bon voilà, c'est juste des opérations comptables. Et les autres, comme l'a dit le président, les DN numéro 2 du budget principal ainsi que les créances éteintes seront reportées au prochain Conseil communautaire, voilà, qui est le 9 décembre. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Alors la vie associative, on ne va pas refaire le dossier de subvention, la commission se réunira pour le prochain budget. En attendant, il y a toujours quelques demandes ou quelques cas un peu exceptionnels qui restent. Donc dans les subventions exceptionnelles qui n'avaient pas été traitées ou qui étaient arrivées en retard, il y a une compagnie, la compagnie Mage, qui aujourd'hui, Régine, on en a parlé ensemble en bureau, avait pu financer dans le cadre du département, ou pas, ou un peu, mais différemment, tu pourras toujours l'expliquer. Et moi je vous propose, elle a été artiste en résidence à Thonon, Jennifer Brujon, et elle fait un certain nombre de spectacles, je crois à l'Iméra, hein, c'est ça? Oui. Hein, c'est ça. Voilà. Donc, puisqu'elle travaille sur notre secteur, on lui donne 200, je vous propose de lui donner 250 €. C'est pas avec ça qu'elle va vivre, enfin, ça prouve notre caution à ces activités. Donc il y avait ça. Il y a pétanque de Frostmine. Alors, on n'a pas l'habitude de financer les clubs de pétanque, qu'ils soient à Frostmine ou ailleurs. Par contre, ils ont participé à un championnat, je crois, national, important. Ils sont venus pleurer, je leur ai dit qu'à titre exceptionnel, je proposerai qu'on leur donne aussi 250 € pour leur manifestation qui leur a coûté un peu cher, disons, je ne sais pas où c'était, quelque part en France. Voilà. Et après, au niveau ici du scolaire, c'est l'association des parents d'élèves, je ne sais plus son nom, c'est Paranco, je crois, qui a fait une pièce de théâtre qu'on a vue à la distillerie, qui était de qualité sur le harcèlement scolaire. Et on leur avait promis 250 € et on n'a jamais voté. Voilà les 3 dossiers à rattraper. Voilà. Alors dans les gros dossiers l'année prochaine, il y aura Jean-Marie, le Tour de Limousin, qui est arrivé à Terrasson, qui encore reviendra sur notre territoire, avec l'arrivée à Grèze, dans la montagne de Grèze, qui est une épreuve reconnue. Donc on était cette semaine à Limoges, où on a eu la confirmation que le Tour du Limousin reviendrait chez nous. En plus, il y a aussi les ladies, enfin, bon, il y a pas mal de vélos qui se passeront chez nous. Il y a le président du rugby de Terrasson qui m'a aussi sollicité. France-Angleterre devrait encore avoir lieu peut-être à Terrasson. Bon, ça, c'est à voir. Voilà. Déjà, il y en a qui demandent, mais la commission se réunira. Au niveau culture, Régine, le département continue à financer, même si c'est un peu diminué.
Et nous, on essaiera de ne pas trop diminuer pour garder une vie culturelle. Pas tout à fait les mêmes dispositifs, mais il y aura, même si c'est à la baisse, des subventions. Et on se réunira à la commission et on essaiera de faire pour le moins mal avec les sous que l'on a. Alors après, guichet unique de l'habitat, Monsieur Baril. Oui. Donc ce soir, je vais vous présenter. Oui, vous prenez les micros. Là, je vais vous présenter cette première délibération sur une convention. Je vais très rapidement faire un petit historique. Donc, depuis le 1er janvier 2024, donc de cette année, nous avons ouvert notre propre guichet unique. Vous vous en souvenez, nous étions avec PNR, c'est-à-dire avec avec les 5 codes EPCI, et au 1er janvier 2024, nous nous sommes détachés de cet ensemble et nous avons créé notre propre guichet unique de l'habitat. On avait un slogan « Un territoire, un service public » avec, je vais parler de devises pour que ce soit plus simple, plus proche et plus efficace. Donc le mot moteur était de simplifier toutes les démarches possibles. Et donc nous nous étions engagés, le service Habitat s'était engagé pour informer, pour conseiller, pour orienter et pour accompagner de A à Z, c'est-à-dire du premier coup de fil jusqu'à la fin des travaux et la fin d'avoir payé toutes les factures pour tous les administrés. Tous, c'est-à-dire des revenus très modestes jusqu'aux revenus supérieurs. Avec, bien sûr, évidemment, les conditions étant différentes pour ces 4 catégories. Et donc, à partir du 1er janvier 2025, nous allons pouvoir, et c'est ce que je vous propose ce soir, pérenniser cette action dans le cadre du pacte territorial France Rénove, qui va nous permettre de reparticiper au dispositif porté par la Nouvelle-Aquitaine, par la région, puisqu'en 2004, on était hors spectre de la région. Donc là, on va pouvoir revenir, d'autres être reconnus, puisque certains s'en souviennent, on avait la carte du département, et il y avait une petite tache blanche qui était terrassonnée, parce qu'on s'était justement isolé, on avait anticipé d'1 an tout ce qui va se passer à partir du 1er janvier 2025. Donc maintenant, la chose va être rétablie. Donc, après avoir approuvé en 2022 une convention de l'OPA-RR, Opération programmée d'amélioration de l'habitat, je vous propose aujourd'hui d'approuver notre convention, la convention du pacte territorial France Rénove, qui va nous permettre de continuer notre action en amplifiant également les actions et surtout, raccourcir les délais, puisque nous allons acquérir nous sommes en train d'écrire 2 ETP supplémentaires pour subvenir à toutes les demandes, puisqu'il faut savoir que nous avons environ 500 dossiers qui ont été ouverts, qui sont ouverts. Donc nous avons besoin pour rassurer et aider nos administrés à finaliser tous ces dossiers et à les amener au bout. Donc, si vous n'avez pas de remarques ou de questions, ou je vais le dire autrement, avez-vous des questions ou des remarques par rapport à cette évolution c'est toujours la continuité de l'habitat, c'est-à-dire d'aider au mieux nos administrés dans cette démarche de l'habitat, c'est-à-dire la rénovation énergétique, sur les travaux lourds, et également sur l'adaptation. L'adaptation des logements suite à un handicap ou suite à un vieillissement, bien sûr.
de telle sorte à ce que les gens restent chez eux le plus longtemps possible. Donc s'il n'y a pas de remarques particulières ou de questions, je vous propose d'approuver ce projet de convention. Alors il y a des abréviations donc le guichet unique Habitat France Rénov du Terrassonnais au Périgord noir pour une période de 5 ans, 2025-2029 compris, avec ses annexes et annexé à la présente délibération. D'approuver également le projet d'avenant numéro 3 au règlement d'attribution des aides financières habitat privé porté par la Comcom avec ses annexes. Oui, c'est un avenant, bien sûr, par rapport à ce que France Rénov, qui est un autre modèle d'aide, nous avons réparti de façon, avec notre expérience maintenant, nous avons réparti les aides de façon un petit peu différente par rapport au premier projet que portait l'OPA. Et d'autoriser, bien sûr, le président à co-signer cette convention avec le département. Sachez qu'il y a aujourd'hui, en Dordogne, 4 entités qui vont se répartir sur l'habitat, ce France Rénov, ce label France Rénov. Il y a les 5 communautés communes du Périgord noir. Nous, la 6e, nous sommes tout seuls, notre propre guichet. Il y a le Périgueux, qui est également sorti du département de la Dordogne, qui a son propre guichet, et la Dordogne, qui a donc toutes les autres communes et communautés de communes. Donc voilà, donc je vous propose de passer au vote. S'il n'y a pas d'autres remarques, est-ce qu'il y a des contre pour cette convention et cet avenant? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, l'autre dossier qui est concernant les logements saisonniers, il y a eu une réunion cet après-midi à Sarlat où Daniel Baril était présent avec Romain Sanucci. On n'a pas pris le temps de faire le point ensemble, donc je préfère qu'on retire ce dossier pour l'instant et qu'on le verra le 9 décembre aussi. Oui, voilà. On n'a pas partagé, mais également il y aura un peu plus, en 15 jours, on aura aussi un peu plus de précision sur ce sujet-là. Mais rien de grave. Donc celui-là, on le retire aussi. Après, il y a la Flo vélo, la Vézère à vélo. Donc c'est encore Daniel ou c'est Romain? Oui, moi je serais incapable de faire le vélo aussi. Ouais. Non, mais de pouvoir vous expliquer. Allez, c'est Romain qui a suivi techniquement ce dossier. Bon, moi j'ai une petite idée, mais autant que Romain nous décrive les travaux qui ont été faits avec des aides, des aides de l'État, ou des fonds européens, les deux, les fonds européens et la DETR, pour financer un certain nombre de travaux. Voilà, donc Romain, tu as la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, merci Monsieur le Président. Alors il s'agit simplement... Merci. Oui, alors, il s'agit simplement d'une modification de la délibération qui a été prise lors du Conseil communautaire du 3 juin 2024. Lors de cette première délibération, nous avions inscrit au plan de financement une demande d'aide auprès de la région Nouvelle-Aquitaine que nous retirons. Et finalement, pour compenser, ça sera une demande d'aide auprès de la DETR pour l'année 2025. Donc, ce qui a été modifié, c'est le plan de financement tel qu'il est présenté derrière moi, avec 30% demandés au titre de la DETR 2024, 10% au titre de la DETR 2025, toujours 40% auprès des fonds européens, le FEDER, et 20% de reste à charge. Donc il s'agit des travaux qui ont été réalisés sur le lieu dit Bouc,
donc entre Terrasson-Lavilledieu et Condat-sur-Vézère, ce qui permet de faire la jonction entre la communauté de communes Vallée de l'Homme et la commune de Colly et notre territoire via les communes de Terrasson et Condat. Donc ce sont 3 kilomètres de chemins qui ont été encastinés pour un total d'un peu plus de 114 000 € TTC. Donc les travaux ont été réalisés, l'aménagement est praticable, nous n'attendons plus que la signalisation. Stéphane, est-ce que chez toi tout ça Oui, alors je confirme que ces travaux ont été réalisés. Ils ont fait l'objet d'un reprofilage même de l'assiette du chemin, des chemins ruraux en question, puisqu'en fait cette véloroute voie verte passe sur le PDIPR, en fait, qui joint la commune de Condat à la commune de Colly, enfin Colly-Saint-Amand, et qui longe la commune de Terrasson. Et donc il y a un excellent travail qui a été fait. Donc, on peut poursuivre le reste du chantier sur le reste de la Comcom, dans cette même idée. Voilà. Alors là, il y aura des négociations à avoir. C'est un peu compliqué, la Vézère à vélo, avec nos amis de Vallée de l'Homme, qui est la Vézère à la vélo, ils veulent rejoindre Brive, mais on ne sait pas par où Brive veut passer. Nous, on n'a pas vraiment défini si on passait d'un côté ou de l'autre de la 60-89. Et Brive, c'est pareil, ils nous posent des questions. Mais avant d'avancer et de faire une réunion, il faut savoir ce que Vallée de l'Homme veut faire. Parce que sans vouloir lancer de polémique, j'ai cru comprendre qu'ils n'étaient pas tous d'accord. Donc, voilà. Donc, il faut d'abord qu'on se mette d'accord et qu'eux se mettent d'accord entre eux, et après qu'on se mette d'accord avec eux, et qu'après on fasse la réunion avec Brive. Oui, on peut se réunir, mais il ne faut pas s'affoler là-dedans. Hein. Il y a des touristes qui sont déjà arrivés, ça fait bien longtemps qu'ils fréquentent la vallée Vézère. Ils fréquentent naturellement un certain chemin, un certain parcours qu'on avait proposé d'ailleurs. Celui qu'on fait, se fait naturellement. Voilà, donc on va les laisser réfléchir. Et en attendant, voilà, les touristes continueront à passer par l'escalier roux pour ne pas citer le lieu dit. Voilà. C'est ça. Voilà, j'en dis pas plus. Parce qu'on n'était pas d'accord sur l'itinéraire. Oui, Lionel. J'avais juste une question. Bon, ces itinéraires qui sont créés, on voit qu'il y a des financements pour les mettre en place, mais au niveau de l'entretien, qui assurera l'entretien de ces pistes cyclables, si on peut les appeler comme ça? On sait que ça se dégrade, et après, voilà, je ne sais pas, est-ce que c'est les communes? Est-ce que c'est la communauté de communes? C'est la communauté, je pense, voilà. C'est la communauté de communes qui continuera à les faire. Mais on a été économe par rapport à certaines, malgré que ce soit très subventionné, il y en a qui ont mis plusieurs millions. Nous, on est resté autour des 100 000 €. Après, c'est là où il faut peut-être profiler les accès, limiter les accès, pour limiter naturellement les accès au vélo. Et qu'on n'ait pas des circulations de gros véhicules. Ouais, ni de gros véhicules, ni de quad trop. Les motos de crosse. Le cas de Bouc, le chemin n'est pas très large. On passe très difficilement avec un petit véhicule. Et c'est fait pour, c'est parfait. Donc il faudra qu'on y aille voir d'ailleurs, les uns et les autres. Mais bon, c'est le début. Alors après, la flow vélo, c'est aussi, ça se fait par morceaux. Après, il doit y avoir des aménagements sur l'Ardin. Et puis, en remontant en haut, sur Villac, sur montant Bradefol, Hautefort, il y a tout cet aménagement. On a, au niveau du tourisme, l'accueil vélo. Ça aussi, ça commence, mais lentement, parce qu'on n'a pas tellement de professionnels. Dominique Durand, tu veux dire quelques petites choses là-dessus? Bon, peut-être c'est pas parfait l'itinéraire, mais on n'a pas totalement choisi. Oui, en fait, moi ce que je regrette, c'est que sur l'itinéraire tel qu'il est,
on a fait déjà 2 réunions concernant l'accueil vélo et que effectivement on a des candidats pour devenir accueil vélo à Lardem, mais entre le Lardem et Exideuil, on n'en a pas. On a beau faire des réunions, les gens ne viennent pas, ils ne se sentent pas concernés, donc je trouve que c'est un petit peu fâcheux, voilà. Donc cet itinéraire, il a été choisi sans qu'on en entende parler du tout. Moi, je l'ai découvert un soir de réunion à Condat, et finalement, ben, on se retrouve avec peu de personnes concernées sur le secteur. Voilà. Peut-être que ça va venir, on peut toujours espérer. Peut-être faire des boucles à partir de cette colonne vertébrale. Oui, c'est sûrement la solution. C'est sûrement la solution. Où il passe, ça contente où il passe. Hein. Mais c'est vrai qu'il a été décidé depuis Angoulême, en gros. Hein, parce que c'est Stéphane Bochot et il voulait aller à Sarlat. Donc pour aller à Sarlat, ils ont pris le plus droit. Ouais, mais ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que côté Charente, côté le nord d'Ordogne, il y a plus de fréquentation. Bon, il y a de l'antériorité certes, mais il y a plus de fréquentation parce qu'on est sur des voies vertes. Alors qu'ici, on n'est que sur des routes, que sur des voies partagées. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre à avoir 60 000 vélos comme à Angoulême. Ouais. Voilà. Ouais, mais il y en a pas mal. Il y en a pas mal, mais enfin... On n'est pas à ces taux-là, hein. Mais on n'a pas les sous aussi pour faire peut-être des voies vertes tout de suite. Hein, parce que non, mais il y avait aussi... Non, mais aussi, il y avait des voies vertes qui auraient pu être utilisées, mais qui n'ont pas été. On va essayer d'améliorer. C'est un début. Oui, c'est ce qu'on avait dit depuis le début, en fait, c'est que la Flo Vélo, ils allaient avancer très vite, ils allaient cadencer le cheminement très vite, et après à nous de travailler, communes et communautés de communes, sur des chemins parallèles où on va requalifier et valoriser ces circuits. Voilà, donc là, la Flo Vélo, elle est passée, elle est tracée, elle est sur les documents de communication. Maintenant, c'est certain qu'il y a un travail qualitatif à refaire, commune par commune, et voire même de proposer des détours pour valoriser l'économie, le patrimoine qu'il y a sur chaque commune. Et ça, c'est le travail qu'il y a à faire maintenant, quoi, puisque le reste est déjà lancé. Très bien, c'est ce que je pense. Alors ça c'était le vélo. Après il y a le cycle de l'eau avec l'assainissement. Ah, il y a le covoiturage. Achou. Donc on a, je vais vite laisser la parole à Daniel ou à Romain. Par contre, on a pris la compétence mobilité. Et pour apprendre cette compétence, on a des bureaux d'études qui ont réfléchi à ce qu'on pouvait faire au niveau mobilité. Mettre un versement mobilité, on parlera tout à l'heure de fiscalité à la fin, vous verrez que c'est pas simple. Mais quand on a parlé de versement mobilité, toutes les entreprises ont dit « nous on n'en veut pas ». Et c'est vrai que faire des lignes régulière chez nous, c'était peut-être pas apporter grand-chose. On n'a pas de grande zone d'activité où tous les matins, les gens peuvent prendre des lignes. Alors ça va rapporter de l'argent, hein, parce que le versement mobilité à Périgueux, c'est 400 ou 500 000 euros que ça leur ramène. Nous, on n'aurait pas pris autant, mais ça ramène vite de l'argent. En tout cas, on a dit on ne le fait pas, on ne met pas ce versement mobilité où c'est toutes les entreprises de plus de 10 salariés qui payent certains pourcentages sur la masse salariale. Alors il y a le versement mobilité pour toutes les entreprises sur le Grand Périgueux et sur la communauté d'agglomération de Brive. Nous on a dit on ne le fait pas, ok, parce que ça n'a pas un intérêt fondamental. On a fait des études qu'on a envoyées Romain dans toutes les entreprises et on n'a pas eu des retours exceptionnels. Par contre, on a pris 2 projets
Un, c'est du covoiturage avec une association Hatchoum qui assure la communication. Alors tout n'est pas réglé, c'est lancé aussi, plus ou moins, mais c'est loin d'être réglé. Concernant d'ailleurs le financement, ce qu'on fait payer ou pas payer aux gens, tout ça, on est encore un peu dans le flou. En tout cas, ça va se faire, et quelques voitures en autopartage. Voilà les deux choses qu'on devrait faire dans le versement mobilité. Et après, il y a aussi un bureau d'études, Iris, qui a travaillé sur le vélo, et donc ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc explique mieux que moi. Alors pour compléter, 2024, c'est l'année où vous avez décidé de mettre en œuvre cette fameuse compétence mobilité qui a été prise en 2021. Alors comme l'a très bien expliqué M. Bousquet, suite à l'étude qui avait été réalisée sur le calendrier 2023-2024, il y avait deux actions phares qui étaient sorties du lot. Le covoiturage solidaire, aujourd'hui ça s'appelle Hatchoum. Hatchoum, car c'est le partenariat avec l'association qui gère pour le compte de la communauté de communes ce nouveau service intercommunal. Et c'est l'objet même de la délibération. Ensuite, M. Bousquet en a parlé. Il y a des réflexions en cours afin de mettre en œuvre un second projet sur la mobilité du quotidien, à savoir l'autopartage. L'autopartage, c'est quoi? C'est la mise en location de courte durée de véhicules à destination des administrés du territoire. Donc ça, c'est un dossier qui est en cours de réflexion avec l'association ADER. Pour en revenir au covoiturage solidaire, donc le service a été lancé en septembre 2024 et aujourd'hui, il vous est proposé de lancer une opération promotionnelle durant 3 mois. Le but de cette opération, c'est naturellement de faire connaître ce nouveau service. De quelle manière? En distribuant ceci, des coupons, des carnets de tickets mobilité. Alors le ticket mobilité, à quoi il sert? Eh bien, il sert à régler les trajets qui sont réservés sur la plateforme Hatchoum. Donc l'idée est de proposer à 120 ménages du territoire, voilà, parce que c'est une offre à durée limitée, donc un maximum de 120 ménages du territoire qui pourront bénéficier d'un carnet de 10 tickets. Donc c'est une valeur de 11,25 € le carnet. Voilà. Ce qui permettra de mettre un pied à l'étrier et, nous l'espérons, d'avoir beaucoup plus d'utilisateurs de notre nouveau service intercommunal. Parce que par rapport à Blablacar, ça peut marcher pareil. Ceux qui sont assez malins et rompus aux applications, ils vont se débrouiller tout seuls. Voilà. Mais on va essayer de communiquer. Hatchoum, ça peut se faire au téléphone, ça se fait pas uniquement comme Blablacar, ça peut se faire au téléphone et ça peut se faire avec des tickets. Et ces tickets peuvent être pour l'instant donnés. Alors après, si on veut les vendre, il faut créer une régie, c'est bien plus compliqué. Et on m'explique que là, c'est difficile. Et ça pourrait être nos véhicules France Service qui fassent la vente des tickets, si on doit le faire, sur l'ensemble de notre communauté de communes. Mais je pense, même si c'est compliqué, si on veut que tout le monde, qu'il soit gratuit ou pas gratuit, il y aura besoin de tickets. Mais bon, ça c'est pas encore totalement finalisé. Mais Hatchoum, ça marche aujourd'hui. Oui, ça fonctionne. Voilà, mais il suffit il faut qu'on fasse passer les infos dans toutes les communes, parce qu'on n'est pas obligé de le faire avec des tickets. On peut le faire avec son iPhone. Exactement. Alors, la communication a déjà été faite auprès de toutes les communes. Vous avez, les 37 communes ont reçu le kit de communication, les affiches, les flyers, etc. Voilà. Donc, on est venu vous distribuer dans chacune de vos communes ces documents. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en fin de séance. Je crois que notre communication n'est pas parfaite à ce niveau-là. On commence, mais c'est pas parfait. Voilà. En tout cas, à compter de début décembre, les carnets de mobilité, 120 carnets seront disponibles dans nos espaces France Services intercommunaux, Tenon, Hautefort, Terrasson et Itinérant. Mais les carnets, c'est pour faire de la pub, de la communication. Je pense qu'il faudra les continuer sous une forme à définir, mais on peut très bien aujourd'hui se servir de ce service
sans carnet. Exactement. Il y a il faut le dire aux gens, expliquer. Mais oui, mais c'est bien pour ça qu'on a pris cette association qui devait communiquer et le faire. Alors ça, il faut que Romain, tu me les bouscules. Alors, on va renforcer la communication. Comme l'a souligné M. Bousquet, la force d'Atchoum par rapport à Blablacar, c'est le mode de réservation. Vous avez un numéro, un 0800, qui vous permet de réserver en ligne, de payer à distance. Donc, il faut une carte bancaire, bien sûr, un moyen de paiement. Et vous pouvez donc régler la course à distance. Et le ticket mobilité, c'est simplement une démarche qui permet de faire le lien physique entre l'utilisateur, le covoitureur et le conducteur. Voilà. Ce que ne propose pas Blablacar aujourd'hui. Aujourd'hui, Blablacar, c'est uniquement sur l'application avec un paiement par carte bancaire. C'est censé être mieux et permettre à des publics qui ne sont pas habitués à Blablacar de se servir du covoiturage. Mais ça demande quand même qu'on s'améliore, à mon avis. Bon, voilà. Y a-t-il des questions? Mais il faut qu'on communique là-dessus et qu'on aille voir dans toutes les mairies. Et que notre France Service s'en occupe, et qu'Atchoum s'en occupe. Bon, remarquez, là, on explique des choses et on ne fait pas voter. En plus, tout ça, ça doit se voter. Oui. Alors, la dernière, attends, sur la flow vélo, là, tout à l'heure, on n'a pas demandé qui était pour et qui était contre. Non. Donc, et le guichet unique, on l'a fait. Oui. Le guichet unique, on l'a fait. Donc, tout à l'heure, la délibération là, sur l'aménagement des itinéraires cyclables, bon, on l'a bien expliqué. Il n'y a plus de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, ça a été voté. Et après, sur Atchoum, c'est pareil. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et maintenant, M. Armagagnan, explique-nous l'assainissement. Merci. Alors, comme tous les ans, je vais vous présenter, c'est quelque chose qui est obligatoire, ce qu'on appelle le RPQS, c'est-à-dire le rapport sur le prix et la qualité du service assainissement. Je vais commencer par l'assainissement collectif, donc c'est le RPQS 2023, hein, c'est celui de l'année écoulée. Alors, pour notre territoire, 26 communes sur 37 ont un assainissement collectif. 19 sont en régie et 7 sont en délégation de service public. Ce qui représente au total sur le territoire 6 477 abonnés qui sont donc desservis par l'assainissement collectif. Notre réseau, il est composé de 156 km en gravitaire et 13 km en refoulement. Nous avons 66 postes de refoulement, dont 36 qui sont en DSP et 36 en DSP et donc 30 pour les communes en régie. Nous disposons de 24 stations, dont 2 à bout activé. Les autres sont la plupart à filtre de roseau. Le taux de desserte pour le territoire est en moyenne de 90% par rapport effectivement au zonage qui avait été réalisé par les communes et qui sera revu dans le cadre du PLU. Évidemment, ce taux de desserte il est très différent d'une commune à une autre. Il y a des communes qui ont dépassé le 100% de desserte, il y a des communes qui sont à 80%, voire un petit peu moins, 70% de mémoire. La densité linéaire, c'est le nombre d'abonnés par kilomètre de réseau. Donc on est à 32,7 abonnés par kilomètre de réseau. C'est relativement faible, mais en zone rurale, c'est souvent le cas, effectivement. Alors là, évidemment, Terrasson fait remonter la moyenne de cette densité linéaire. Voilà un petit peu pour les caractéristiques de notre réseau. Le volume d'eau facturé en 2023,
ça représente 547 824 mètres cubes. Une légère augmentation par rapport à 2022, il y a 10 000 mètres cubes en plus, mais si on compare à 2021, il y a 70 000 mètres cubes en moins. Donc la tendance, effectivement, est à l'économie d'eau, c'est normal, hein, ça va dans le sens, effectivement, des préservations des ressources naturelles, mais au moment de la facturation, ça fait effectivement des recettes en moins. Il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est-à-dire que plus les gens économisent l'eau, moins on encaisse de redevances. Voilà. Le tarif est inchangé en 2023. Il s'élève à 295,60 € pour 120 mètres cubes, dont 118 € de part fixe et 1,48 € hors taxe par mètre cube. Et ça, pour tout le territoire, quelle que soit la commune. DSP, régie, petite, grosse, c'est un choix que nous avions fait d'avoir un tarif unique pour tous les abonnés. Pour les communes en DSP, la tarification se décompose en deux parties, puisque effectivement il y a une part délégataire qui revient directement donc à Veolia, puisque c'est notre délégataire, hein, c'est-à-dire que le délégataire empoche sur les 118 €, 66,40 € et la collectivité conserve 51,60 €. Il en est même pour la part, je dirais, la part mobile, c'est-à-dire la consommation, puisque pour la collectivité c'est 0,65 € par mètre cube et la part délégataire 0,83 € par mètre cube. Donc on arrive bien au 1,48 € et du coup ça fait le même montant que pour les communes qui sont en régie. En 2023, les redevances payées représentent 908 572 €. Hein, c'est ce qu'ont payé les abonnés au travers des redevances. Le taux d'impayé, bon, c'est un critère mais qui peut être intéressant, alors pas pour 2023 parce que tout n'est pas encore, je dirais, réglé, mais pour 2022, on a quand même un taux d'impayé de 31 755 €. Voilà. Enfin, pardon, le taux est de 2,83%, excusez-moi, et le montant est de 31 755. Merci, M. Cagnard. Voilà. Alors, au niveau des performances de nos stations, on a surtout des chiffres aux stations qui sont en DSP, notamment en termes de boue évacuée, hein, puisqu'on a quand même évacué 98 tonnes de boue, et en équivalent matière sèche, donc quand même 94 pour les stations en DSP. Ça veut dire que pour les stations qui sont en régie, ça ne représente que 4 tonnes, ce qui n'est pas beaucoup, mais voilà. Bon. Le taux de réclamation des abonnés, c'est un critère de satisfaction, il est de 0%, ce qui veut dire que tout le monde est content. Voilà, c'est une bonne chose. Alors, les travaux engagés en 2023, donc 1 519 515 € de travaux qui ont été engagés, ce qui est quand même, je dirais, pas mal. Bon, ça concerne évidemment, vous le savez, en grande partie la réhabilitation de la station de Terrasson, le bureau d'études pour la révision du zonage sur l'ensemble du territoire, la création de branchements nouveaux et le renouvellement d'un véhicule au niveau du service. Voilà. L'encours de la dette. Alors bon, vous pouvez bien imaginer que cet encours, il est quand même relativement élevé. La communauté de communes ayant repris à l'époque tous les emprunts souscrits par les communes, il s'élève à 5 053 926 € au 31 décembre 2023. Ce qui est intéressant, c'est que l'encours a diminué de 700 000 € en 2022. Donc c'est quand même bon signe, je dirais, puisque on est en train un petit peu de résorber cet encours de dette. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres emprunts qui vont suivre, hein.
Voilà en gros, effectivement, pour ce rapport. Si vous souhaitez avoir des détails commune par commune, au niveau de vos stations d'épuration, au niveau du nombre d'abonnés, etc., vous avez, je pense, en annexe le RPQS, voilà, donc, qui vous a été certainement envoyé. Voilà pour l'assainissement collectif. Deuxième rapport que je vous présente, c'est l'assainissement non collectif. Alors, pour l'assainissement non collectif, les 37 communes de l'intercommunalité sont concernées. Toutes les communes ont de l'assainissement non collectif. Vous vous rappelez que ce service a passé en délégation de service public depuis le 1er mars 2019, et ce pour une durée de 10 ans, avec évidemment Veolia. La fréquence des contrôles que nous avions arrêtés est 10 ans, ce qui veut dire que chaque abonné, pas vraiment, chaque propriétaire plutôt de système d'assainissement individuel a droit à un contrôle tous les 10 ans. Le territoire de la communauté de communes comporte 7569 installations pour 13 143 habitants. Nous avons enregistré en 2023 26 installations de plus qu'en 2022, liées évidemment aux constructions nouvelles qui ont pu être créées sur le territoire. Il a été réalisé 143 contrôles de conception, une assez forte augmentation, plus 17% par rapport à 2022. Il a été réalisé 95 contrôles de bonne exécution, alors un tout petit peu moins qu'en 2022, moins 3%. Des contrôles périodiques, 67, moins 27% par rapport à 2022, où il y en avait eu 92. Bon, 2022, le Covid, vous savez, ça avait été assez compliqué. Effectivement, il y a eu des interruptions dans les rendez-vous, etc. Alors, si vous avez suivi, il y a quelque chose qui devrait vous interpeller. Je vous ai dit qu'il y a un peu plus de 7000 installations, qu'il y a un contrôle tous les 10 ans. Ça voudrait dire que le rythme, c'est 700 contrôles par an. Voilà. Et en fait, Veolia n'en a réalisé que 67 en 2023. Alors, nous sommes très inquiets au niveau de la communauté de communes sur la capacité de Veolia à réaliser ces contrôles. Nous avons eu déjà des échanges avec eux. Voilà, on a demandé des comptes parce que ça ne va pas. On a beau nous raconter que c'est pas facile de contacter les gens, mais les gens payent. Les gens payent pour le contrôle. Donc c'est par dixième sur la redevance d'eau. Tous les ans, ils payent. Et donc, le contrôle, on le leur doit. Et je pense que d'un point de vue environnemental, il est très important de les réaliser, ces contrôles. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans, vous voyez, 2022, 92 contrôles, 2023, 67 contrôles. Donc, sur 1400 contrôles qu'il aurait dû faire, eh bien, le compte n'y est pas. Et nous sommes en train d'échanger avec Veolia pour qu'ils prennent des dispositions pour pouvoir effectivement réaliser ces contrôles. Voilà. Donc ça, c'est notre préoccupation du moment au niveau de l'assainissement collectif, non collectif, pardon, et pour les contrôles. Donc là, bon, on serait à 600 sur 700, on pourrait dire, bon, mais là, c'est à peine un dixième qui est réalisé. Voilà. Bon. Les contrôles pour transactions immobilières, il y en a eu 192 en 2023, c'est à peu près stable par rapport à 2022. Alors le taux de conformité moyen des installations est de 84,5%. Voilà, donc on pourrait s'en satisfaire, mais vous regarderez dans le rapport vos communes, c'est très variable d'une commune à une autre. On a des écarts importants, puisqu'on va de 49% de conformité
des installations à 97%. Voilà. Bravo Conda pour 97%. Je ne dis pas qu'il y a 49%, je vous le laisse découvrir. Alors, néanmoins, sur le territoire, il reste 1262 installations non conformes avec danger ou risque de pollution. Ça veut dire qu'il y a encore du boulot à faire, effectivement. Et bon, mais j'invite les collègues maires aussi, parce que c'est eux quand même qui ont la police de l'eau, à inciter les gens à faire les travaux nécessaires pour justement combattre un petit peu ces pollutions. Alors c'est pas facile, bien sûr, je le sais, mais c'est un combat un petit peu de tous les jours, mais il faut effectivement essayer de réduire ces installations qui présentent des risques pour l'environnement. La redevance, donc elle est de 11,19 € par an. Alors c'est pas très cher, mais sur 10 ans, ça fait quand même 111 €, c'est pas neutre. Voilà, donc, et puis pour les autres contrôles, je ne vais pas vous le détailler, mais il y a des tarifs très différents pour la conception, pour les transactions, etc. Vous avez tout le détail dans le rapport. Les recettes du service. Donc les recettes du service, elles sont encaissées par le délégataire, uniquement par le délégataire. Nous n'avons plus de budget assainissement non collectif. En 2023, donc le délégataire a encaissé 97 702 €. Voilà. Mais le boulot n'est pas fait. Voilà. C'est un peu moins qu'en 2022, quand même, parce qu'il y a eu peut-être un petit peu moins de contrôle, notamment de contrôle de bonne exécution, notamment. Voilà. Nous n'avons pas de dette, évidemment, puisque nous n'avons pas d'investissement, je dirais, nous n'avons pas de budget, donc nous n'avons pas d'investissement sur ce type de dossier. Voilà un petit peu, si vous avez des questions. Sinon, je vous invite à parcourir pour vos communes les rapports. Vous avez le détail pour vos stations d'épuration, pour vos réseaux, etc. Et voilà. Claude? La fréquence des contrôles, c'est tous les 10 ans. Et par contre, lorsque le contrôle, lorsque l'installation n'est pas conforme, il me semble que ça se refait 5 ans après. Oui. Surtout, oui, voilà, si c'est pas conforme, il peut y avoir un contrôle complémentaire. Voilà. Bon, voilà, donc l'état des lieux. Lionel, le 10 décembre, on fait une réunion sur Terrasson avec, on a invité la mairie et les techniciens, parce que nous on joue le jeu, pour lancer les tranches des 6 millions de travaux. Et on fait ça le 10 décembre. Donc on va commencer les travaux, mais ça ne suffit pas, puisque ce matin, j'ai reçu un mail, c'est les habitants de Guilbon qui disent: nous tenons à vous faire part de la demande que nous effectuons auprès de la mairie de Terrasson pour l'installation d'une station d'assainissement collectif dans le lieu-dit Guilbon. Nous vous joignons à cet effet le courrier ainsi que la pétition pour que vous puissiez en prendre connaissance plus en détail et donc pouvoir dans l'éventualité suivre l'évolution de notre demande collective. Nous trouvons inadmissible qu'en fin 2024, nous rencontrions encore des problèmes d'assainissement, surtout les maisons classées bâtiments de France. Nous espérons faire changer les choses avec votre aide. Nous sollicitons à ce titre l'accompagnement du Conseil départemental de la Dordogne dans le cadre de ses actions en faveur de l'économie et de l'écologie. Je ne pense pas que le département mette de l'argent là-dedans. Oui, on posera la question. C'est la communauté de communes qui paiera, c'est tout. Le village de Guilbon est équipé en administration pour le programme, il reste 3-4 maisons non pas d'assainissement. Bon, allez, Nathalie, tu te rapproches de monsieur le maire des Coteaux Périgordins qui connaît ce dossier.
et vous faites une petite étude et vous répondez que ben, s'il faut faire quelque chose, on est en train d'y réfléchir, et s'il n'y a rien à faire, c'est aussi bien. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. Voilà. Bon, ça s'ajoutera aux 6 millions pour terrasson. Bon, donc, il n'y a pas de vote. Vous devez simplement prendre acte que nous vous avons présenté donc, ces deux rapports. Voilà. Merci. Oui, alors le point à l'ordre suivant va être beaucoup plus rapide. Vous savez que dans le cadre du développement économique de la communauté de communes, il y a donc des zones d'activité qui sont attendues par les entreprises pour venir s'y installer. Et vous savez que pour être délivré les permis de construire, eh bien malheureusement, il faut attendre un avis de l'INRAP. Donc, c'est-à-dire au niveau des fouilles archéologiques, ces terrains doivent être fouillés et l'INRAP doit donner un avis suite à son diagnostic. Alors maintenant, on va terminer par un sujet sensible qu'on avait voté il y a plus d'1 an et je n'avais pas appréhendé, nous n'avions pas appréhendé, puisque ça a été voté à l'unanimité, que c'était plus sensible que nous avons cru. On a créé pas mal de services Habitat, France Service, etc., etc. Et il faut qu'il y ait des recettes. Donc, sous le conseil d'un cabinet Quefer, qui est le grand cabinet parisien, qui nous avait conseillé d'augmenter les impôts de façon colossale lorsqu'on a créé cette communauté de communes, ce qu'on n'a pas fait, là, il a attiré notre attention que suite à la réforme de la taxe professionnelle, ceux qui avaient des valeurs locatives basses n'étaient pas dans le régime général de la taxe professionnelle, de la CFE. Et on avait à l'époque choisi, ils sont imposés avec des bases minimum. Et ces bases minimum, on les fixe entre une valeur mini ou une valeur maxi des bases minimum. Et on avait décidé, dans un but qui nous paraissait le moins inéquitable possible, de revaloriser ces bases minimum. Ce qui veut dire en gros que, alors là-dedans il y a de tout. Il y a des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, il y a des gens qui en gagnent beaucoup, bien que tout ça devait être à peu près juste, car les bases sont fixées en fonction des chiffres d'affaires. Donc il y a ceux qui sont en dessous de 5 000 €, ils ne payent rien du tout. Il y a entre 5 000 et 10 000, il y a entre 10 000 et 30 000, et il y a les supérieurs à 500 000. Et on a mis des bases, alors ça ramène quand même un peu d'argent à la communauté de communes, vous le savez, de façon non négligeable, mais ça ne nous paraissait pas exceptionnel que, alors, bon, certes, je ne veux pas cibler des gens qui sont censés gagner de l'argent, tout le monde a des difficultés, mais les cabinets d'avocats qui sont à des bases minimum et qui payaient 500 €, ça nous paraissait quand même pas très cher. À titre, je sais très bien que lorsque j'étais vétérinaire, ma société, on était passé de 20 000 € de taxes professionnelles à quelques milliers d'euros. Et tout le monde, M. Moulinier y compris, on était tous passés. Et là, on n'avait pas dit merci, on avait accepté que ça passe de 20 000 à quelques milliers, on n'avait rien dit. Donc aujourd'hui, quand je vois, et je cible personne, je vois des cabinets d'avocats, des cabinets de médecins, des cabinets de vétérinaires qui payent de si petites sommes, on s'est dit que c'était pas totalement juste qu'il y ait si peu de participation. Donc on a tout monté. Alors il y a des gens qui sont des petits artisans sur lesquels nous sommes de 1 000 € à l'air de poser plus de problèmes qu'on a cru. Parce que ça s'étale aujourd'hui entre 600 € et 2 500 €, notre nouvelle imposition. Qu'avant, c'était entre 167 € de moyenne et 600 €.
Donc notre répartition, qui était entre 167 et 600, est passée aujourd'hui entre 600 et 2005. Donc il y en a qui sont multipliés par 10, le record. Et l'autre par 7, la moyenne par 2,5. Alors quand ils vous disent, vous avez augmenté les impôts multipliés par 5, c'est vrai que ça leur donne des arguments pour crier très fort. Moi, ce que je réponds, c'est qu'au-delà de cette augmentation, on n'a pas augmenté les taux, on a augmenté les bases minimum, et ça ne nous paraissait pas totalement injuste, ça nous paraissait même juste qu'il y ait une contribution de ces gens-là. Mais c'est pas ce qu'ils ressentent, et ça commence à faire un peu de bruit sur des sommes qui restent modestes. Mais par exemple, j'ai téléphoné hier soir à quelqu'un qui m'a expliqué que 1000 € dans l'année, pour lui, c'était un mois de salaire en moins. Voilà. Alors, c'est sûrement vrai. Mais moi, je ne sais pas comment on peut mettre 250 000 € dans l'habitat, autant dans les centres d'accueil et de loisirs, un fonds économique à 200 000 €, et ce qui est assez, des fois, qui peut être pas amusant, mais qui est des fois, qui prouve la contradiction, les mêmes qui viennent en râler sont ceux qui ont touché 8 000 € du fonds économique. Et il y en a pas mal dans ces goûts-là. Et ce fonds économique, il ne s'est pas créé tout seul, donc il fallait un peu de recettes. Donc, Nicolas peut expliquer, moi je vous ai expliqué la philosophie générale. Nicolas peut expliquer les chiffres de façon un peu plus précise que ce que je vous ai donné. Et je pense que je vais organiser, avec ceux qui le veulent, 3 réunions. Une réunion à Terrasson, ça gueule pas mal. Une réunion à Thonon et une réunion à Hautefort, avec les responsables des commerçants, des artisans. Je ne suis pas sûr qu'on puisse inviter tout le monde, mais si les représentants de ces professions sont là, ça sera à eux à continuer à faire passer le message. Donc on va faire un peu comme on peut, de telle manière que ce que je vous dis là, on puisse l'expliquer. C'est pas pour autant que ça va donner satisfaction. Celui qui paye 300 et va le faire payer 1000, même si on lui explique, je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord. Mais bon, on essaiera d'expliquer. Et après, donc, on vous dira les dates de ces 3 réunions. Les maires qui veulent y participer sont les bienvenus. S'ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Mais on a tous voté ça à l'unanimité à l'époque. Voilà. Donc, voilà un débat qui va être un peu chaud. Ce matin, à l'accueil de la préfète, j'ai vu M. Bianchini, le directeur de la DGFIP, et je lui ai exposé mes malheurs. Et je lui ai dit, monsieur le directeur, si on pouvait, pour certains qui ont des petits revenus, faire un échéancier, ça serait très bien. Et il m'a dit oui. Et il m'a dit, tous ceux qui demanderont un échéancier, je leur accorderai puisque vous pouvez le demander. Voilà, peut-être quelque chose qui peut apaiser certains, ou 1000 €, pas prévu, est une somme importante pour eux. Voilà, moi je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais si on n'avait pas cette somme, parce qu'il y a 900 personnes qui sont touchées par cette réforme qu'on a fait. 900 qui payaient pas grand-chose. Et nous, ça nous rapporte, Nicolas, 230 000 €. Ce qui n'est pas rien. Et on avait pensé, si on avait dû faire entre les deux, augmenter presque rien, si c'était pour ramasser 50 000 € et se faire engueuler pareil, je pense qu'il fallait au moins que ça serve à quelque chose. Et je pensais que monter 2005, 3000 pour des gros cabinets de médecins et d'avocats, ça ne me paraissait pas les étrangler. Et ceux qui sont à 600, 800 000, les petits, ça ne me paraissait pas non plus incompatible avec une activité commerciale. Quand on explique, 80% ne sont pas vraiment contents, mais ils comprennent et disent vous avez raison et me remercient de leur expliquer. Après, dans les 20% qui restent, il y en a 2 à qui je me suis engueulé violemment. Alors peut-être que j'ai presque un peu cherché, parce que certains qui ont quand même
un patrimoine important qui pleurait, je n'ai pas été totalement gentil. Voilà. Voilà. Ceci étant, ils me disent, vous auriez dû nous l'expliquer à l'avance. J'ai pas peur de dire, si on avait réuni tout le monde pour en discuter, jamais je et jamais nous l'aurions mis en route. Et il nous aurait manqué ces 230 000 € pour faire les maisons de France Service, pour faire beaucoup de choses qui sont demandées et toutes les aides au milieu économique qu'on a donné. On a donné 200 000 € cette année. On a mis 50 000 € de plus du fait des papeteries de combat. Et ça a permis d'être autour de table et d'installer quand même un certain nombre de commerces. Voilà, voilà, je vous ai dit de façon un peu brute, moi aussi, que si on avait vraiment été transparent et négocié ce qu'ils me demandent, jamais on l'aurait fait. 900 personnes qui auraient râlé, on se connaît, on ne serait pas passé en force. Maintenant que c'est fait, ben on essaye d'expliquer que c'est dans l'intérêt général du territoire, mais c'est pas si facile que ça. Alors il y en a certains qui sont en difficulté. Voilà la philosophie générale. Alors si vous pouvez essayer de m'aider à le revendre, je vous en serai reconnaissant. Il y en a certains qui certainement vont en profiter pour faire l'inverse, et puis on verra. On verra avec, on fera comme on pourra. C'est Nicolas. Peut-être deux compléments sur la communication. En fait, on n'a que le nombre d'entreprises concernées. Avec le secret fiscal, on n'a pas le nombre des entreprises. Donc on ne pouvait même pas leur écrire pour leur expliquer ce qui s'était passé, si ce n'est juste présenter la délibération via la presse. Donc même au jour d'aujourd'hui, on a des difficultés pour écrire au commerçant concernés, on n'a pas encore la liste. C'est pour ça que si on fait 3 réunions et que les responsables des commerçants, des artisans et les mairies leur disent, vous n'êtes pas contents, venez, ils ne vont pas vous l'enlever, mais ils vont expliquer, voilà, c'est la seule chose que je peux faire, et en négociant un échéancier pour ceux qui sont le plus en difficulté pour verser 1 000, 1 500 €. Ça va peut-être s'apaiser tout seul, mais pour l'instant, mon téléphone, il chauffe. Autre sujet que vous avez soulevé l'année dernière lorsque vous avez voté ce sujet-là, souvenez-vous, c'est qu'en fait, vous avez hérité des bases moyennes pondérées issues de la fusion de 3 Comcom. Et qu'est-ce qui avait été remarqué? Donc, je reprends la slide qui vous été l'année dernière. En fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, elles sont soumises à une base minimum. Derrière moi, vous avez donc en vert le nombre d'entreprises concernées par tranche. Et qu'est-ce qui a été constaté? C'est qu'en fait, les entreprises qui avaient le plus gros chiffre d'affaires avaient une base d'imposition moins importante qu'une entreprise avec un chiffre d'affaires intermédiaire. Ça signifie qu'en fait, une entreprise avec un chiffre d'affaires de plus de 500 000 € payait moins de fiscalité de foncier qu'une entreprise qui avait un chiffre d'affaires compris entre 32 000 et 100 000 € annuels. Une entreprise qui était à une tranche d'imposition entre 32 000 et 100 000 € payait une fiscalité de 192 €. Une entreprise qui avait plus de 500 000 € de chiffre d'affaires passait à 172 €. Elle était moins imposée. Il n'y avait pas la dégressivité. Et donc c'est dans ce constat-là que vous avez dit, bon, ben, on va retravailler ces bases minimum pour aller chercher une équité fiscale. Et le pas a été franchi de dire, eh bien, finalement, on va appliquer la borne maximale de la base minimum. Je prends un exemple, une entreprise qui a un chiffre d'affaires compris entre 32 000 et 5 000 € peut avoir une base minimum comprise entre 237 et 2300. Vous avez fait le choix de la borne maxi, 2300. Sur cette base, ça calcule le taux de l'interco, 25%. Donc 2300 multiplié par 25% donne le montant de fiscalité payé par l'entreprise cette année. Et que je vous ai dit, les plus bas maintenant sont à 600. Voilà. Et les plus gros maintenant, ceux supérieurs à 500 000 de chiffre d'affaires, ce qui est quand même pas rien. À 1 845 € pour l'interco. 1 845 € pour le produit fiscal. Oui, mais ils payent plus que ça. Parce que ça ne va pas qu'à l'interco, ça va à la Chambre des métiers, à la CCI, au département et à la région. C'est ça. Alors ils ont combien, ceux qui sont au-dessus de 500 000? Au total, ils sont à 2200. 2200.
Donc ça varie entre 600 et 2200 en fonction de son chiffre. Et c'est vrai que ça n'a pas paru être une demande exagérée à un moment où on demande à tout le monde de participer, de créer des services. Mais c'est pas, ils n'ont pas ressenti comme ça. On a tout expliqué là. Bon, maintenant il faut qu'on fasse 3 réunions pour rabattre les gens qui sont le plus interrogatifs. Vous avez des remarques à faire? Non, mais par contre, s'il y a des gens de nos communes qui t'interpellent à ce sujet, vous pouvez peut-être être au courant. Nous, en tant que maire. Oui. Voir que, voilà, ça ne veut pas dire que c'est pas un miracle. Sur l'Iméra, j'ai personne qui a râlé pour l'instant. Voilà, à mon avis, tu dois sur Mars, on peut. Tu dois en avoir un. Mais il y en aura peut-être un. Peut-être des cas. Les pierres du Périgord. Ouais, les pierres du Périgord, ils ne sont pas dans cette catégorie-là. Eux, ils payent une CFE autre que les bases minimum. J'ai une question, je n'ai pas su répondre. Pour les personnes qui ont fait des gros travaux de rénovation énergétique, qui ont touché des aides de l'ANA et autres, est-ce que ça va se traduire par une hausse de leur taxe foncière bâtie systématiquement? Est-ce que ça peut avoir un effet? Si tu veux changer de catégorie à ta commission des impôts. Si tu veux changer de catégorie à la commission des impôts, c'est tout. Prenez les micros, on ne vous entend pas, même s'il est tard le soir, maintenant on va boucler. Allez, donne-leur ça, c'est pas Est-ce que les services de l'État vont pas systématiquement les changer de catégorie? De toute façon, ça passera à la commission communale des impôts directs. Le foncier bâti, c'est vous qui gérez le foncier bâti. Là, c'est sur le CFE, c'est le foncier entreprise. Sur le foncier bâti, c'est une revalorisation de la catégorie, comme le dit M. le maire, ça passera en commission communale d'impôts directs. Donc vous serez amené à émettre un avis. Un avis. Bon, une modification, Bon, si on a fini, on va arrêter. Pour les gens du canton du Haut-Périgord noir, alors là c'est pareil, on va vous réunir, on ne va pas vous donner grand-chose. Mais il y a quelques communes qui n'avaient pas eu leur dossier, puisque sur les contrats de projets communaux, on a dit c'est un dossier retenu sur la période 2025, c'est on attend, et après il y en aura censé y en avoir d'autres. Mais il y en a certains qui n'ont rien eu, sur le premier trimestre. Donc il y a une réunion qui est prévue avec Valérie Chamouton, parce qu'il faut qu'on signe l'avenant pour que certains touchent leur subvention. Et ça aura lieu donc cette réunion, vous l'avez reçue, le 3 décembre à 18h au Larnais. Voilà. Bon, on a fini.